Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Info Intox. Alors aujourd'hui nous sommes le lundi 4 avril et évidemment nous sommes au lendemain de la grande révélation du Panama Papers. Alors le Panama Papers, vous avez peut-être vu l'article que j'ai fait sur le blog, j'ai essayé de faire quelques petits détails pour arriver à une question à laquelle je vais également être amené à me poser, peut-être vous l'êtes aussi posé chez vous, sur cette affaire du Panama Papers. Alors, j'ai attendu ce lundi pour faire un peu cette vidéo parce que ce matin, il est 7h23 et j'ai voulu voir un petit peu sur les médias américains comment était traitée l'information. Et je vais vous avouer très sincèrement, je suis sur le cul. Je suis sur le cul parce que vous avez par exemple CNN qui en parle, mais qui accentue énormément sur le fait que c'est limite s'ils ne disent pas que Poutine est mouillé, alors que certainement que Poutine a utilisé ses amis pour planquer de l'argent, mais je veux dire, il fait ce que tout le monde fait, à la rigueur. Alors, on peut le blâmer pour ça, mais il n'y a pas que lui qu'il faut blâmer. Ça, c'est une première chose. Vous avez une autre chaîne, quand même, CNN, c'est quand même la chaîne d'information. Vous avez une autre chaîne qui est Fox News. Pareil, Fox News en parle, mais on n'insiste pas trop sur le sujet. Et vous avez d'autres chaînes de télé, qui elles sont des chaînes de télé plus généralistes, on va dire, qui ont aussi leurs informations le matin. Vous avez par exemple ABC. Alors ABC, ils en ont parlé 30 secondes, avec leur correspondant britannique. Vous avez d'autres chaînes qui, en effet, ont des actualités le matin. Alors, c'est des chaînes à la fois qui sont nationales ou locales. Alors, les chaînes locales, pas un mot. Et vous avez la chaîne ABC, CBS, pardon. Alors, CBS, c'est énorme, parce que c'est quand même pas une chaîne. CBS, c'est un peu l'équivalent de, allez, on va dire de France, pas de France 2, mais c'est une chaîne privée, mais c'est quand même une chaîne de télé qui est une des chaînes de télévision historiques, on va dire, aux États-Unis. Eh bien, sur cette chaîne de télévision, la première chose dont ils parlent, c'est les résultats des primaires sur le Wisconsin. Ils ont parlé des résultats des victoires, enfin c'est l'équivalent des victoires de la musique, mais pour la country ici aux États-Unis. Ils ont parlé d'un chihuahua qui a été trouvé qui a bloqué la circulation sur un des ponts de San Francisco. Ils ont parlé du gros désaccord qu'il y a entre Sanders et Clinton. Et ils parlent évidemment du mauvais temps et ils vont parler du démarrage de la saison de baseball. Mais concernant le Panama Papers, pas un mot. Pas un mot. Et là, d'ailleurs, même, ils sont en train de parler du démarrage d'une fusée pour mettre un satellite, et eux, ils sont en train de faire un truc, ils vont bientôt faire un truc sur un reportage sur comment devenir grand-mère. Voilà. Voilà l'information qu'on a ce lundi sur Panama Papers aux États-Unis, c'est-à-dire quasiment rien. Alors, Panama Papers, qu'est-ce que c'est? Alors, si vous n'avez pas trop suivi, c'est sans doute l'un des coups les plus fumants qui soient en matière de révélation sur les paradis fiscaux, qui plus est avec des personnes nommées. Contrairement à ce qui s'était passé avant avec certains scandales liés à la finance, liés à des histoires de manipulation, de corruption, de paradis fiscaux. Le dernier, le fameux LuxLeaks, on en a parlé quelques jours et après, terminé, hop, il a disparu complètement des médias parce qu'évidemment, ça commençait à déranger pas mal de monde. Donc on a trouvé des négociations pour éviter le pire. Sauf que là, voilà, là, tout d'un coup, là, c'est l'explosion depuis dimanche 3 avril, donc hier. Donc on nous informe, on nous annonce que un organisme de presse autrichien a commencé à recevoir début 2015 un certain nombre de fichiers qui concerneraient une société d'avocats au Panama. Alors une société d'avocats au Panama
qui s'appelle, je ne sais plus son nom, c'est, je vais retrouver tout de suite, je vais vous dire, Mossack Fonseca. Donc Mossack Fonseca, qui est une société de, on va dire oui, d'avocats pour lié au financement pour la création de sociétés offshore, donc créées par deux personnages qui sont Jürgen Mossack et Ramon Fonseca. Pour l'anecdote, Jürgen Mossack est un petit-fils d'anciens officiers nazis. Et donc ces deux messieurs ont créé donc une société à Panama qui permettait à des établissements bancaires ou des sociétés financières de pouvoir faire des montages financiers qu'on n'appelle plus vulgairement des montages offshore, pour permettre à des gens tout simplement de faire de l'évasion fiscale, c'est-à-dire de planquer de l'argent pour éviter de payer des impôts dessus. Et donc cette société s'est trouvée apparemment d'une source anonyme à exfiltrer des fichiers, alors pas des petits fichiers, puisqu'on a déjà sur une capacité. À titre de comparaison, les dossiers qui avaient été sortis pour le LuxLeaks, ça correspond à peu près presque à 1/6 de ce que aujourd'hui cette affaire du Panama Paper a en proportion. En gros, c'est 11 500 000 fichiers, soit plus de 2 téraoctets de fichiers, qui sont progressivement arrivés dans cette rédaction de ce journal australien. Sauf qu'évidemment, le journal australien n'a pas les moyens de pouvoir analyser, vérifier, enquêter pour vérifier si toutes les informations sont bonnes. Donc ils ont créé une sorte de consortium de journalistes, on va dire indépendants, etc., qui regroupent à peu près 107 rédactions, dont la rédaction du Monde pour la France. Et donc ils ont décortiqué pendant un an ces fichiers, ces dossiers, pour finalement réussir à établir que, bah oui, en effet, voilà les faits, c'est qu'il y a des gens à travers le monde qui ont fait de l'évasion fiscale. Et donc, ces dossiers donc, concernent une période qui va de 1977 jusqu'à nos jours, donc ça fait quand même une période de presque 40 ans. Pendant 40 ans, c'est-à-dire que c'est 214 000 sociétés offshore qui ont été créées et fermées, suivant la progression par cette compagnie. Alors là, c'est là que ça devient croustillant, évidemment, c'est qu'il y a 140 personnalités liées directement ou indirectement à des pouvoirs passés ou en place. C'est-à-dire qu'il y a parmi ces 140 personnalités, dans 50 pays différents, dont 6 sont encore en activité. C'est-à-dire sur les 140 personnalités, il y en a 6 qui sont aujourd'hui à la tête de pays, dont, alors j'ai fait un petit, on va faire vite un petit survol, mais qui va être, vous allez voir pourquoi je parle d'une question fondamentale au début de cette vidéo. Alors vous avez par exemple Bidzina Ivanishvili, qui est la première ministre de Géorgie, qui est le Premier ministre de Géorgie, qui a été le Premier ministre de Géorgie de 2012 à 2013, et qui reste toujours aujourd'hui un homme très influent dans le domaine des affaires. Vous avez Mauricio Macri, président d'Argentine. Vous avez Sigmundur David Gunnlaugsson, qui est le Premier ministre d'Islande. Alors ça touche aussi alors Awad Alaoui, qui est vice-président irakien. Vous avez Ali Abou Al-Ghamdan, qui est Premier ministre député de Jordanie. Alors l'Arabie Saoudite aussi, qui est touchée, et pas par n'importe qui. Vous avez par exemple Salman bin Abdelaziz bin Abdulrahman Al Saoud, qui n'est autre que prince et roi d'Arabie Saoudite. Vous avez le cheikh Hamad bin Khalifa, qui est émir du Qatar. Vous avez aussi Ahmad Ali Al-Mirghani, qui est roi du Soudan. C'est quasiment tout le Golfe est impliqué. Vous avez aussi alors Pavlov Lazarenko, qui est un ancien Premier ministre d'Ukraine, mais qui est déjà listé noir par les Américains pour différentes fraudes et corruptions. Vous avez Petro Poroshenko, l'actuel président d'Ukraine. Vous avez Lee Soo-ling,
qui était l'épouse de Li Peng, qui a été le 4e président de Chine entre 88 et 98, donc qui a été le président qui a fait la continuité de l'ouverture au marché économique de la Chine, donc qui est quand même une personnalité symbolique chinoise. Alors évidemment, Poutine n'est pas directement impliqué, mais on l'implique par deux conseillers relativement proches de Poutine, qui sont Arkady Rotenberg et Sergei Roldugin. Concernant aussi dans les proches, vous avez aussi Rami Maklouf, qui est issu de la famille Assad de Syrie. Enfin, vous avez comme ça une liste de gens. Vous avez des gens, par exemple, Pedro Miguel Delgado, qui est gouverneur d'Équateur. Vous avez, par exemple, Pilar de Bourbon, qui est la sœur de l'ancien roi d'Espagne, Juan Carlos. Vous avez aussi la baronne Pamela Sharples, qui est épouse d'un défunt mari qui a été assassiné, qui était ancien gouverneur des Bermudes, et qui fait partie, qui est membre du Parti conservateur britannique. Vous avez Kojo Annan. Alors Kojo Annan, c'est pas n'importe qui, c'est le fils de l'actuel président de l'Organisation des Nations Unies. C'est le fils de Kofi Annan. Et vous avez Ian Cameron. Ian Cameron, ça vous dit quelque chose? Oui, c'est le fils de David Cameron, l'actuel Premier ministre britannique. Et en ce qui concerne la France, eh bien, on a un Jérôme Cahuzac. Jérôme Cahuzac, pauvre Cahuzac, encore blâmé, etc. Alors, il y a donc un grand nombre de personnalités comme ça qui ont été listées sur le site officiel donc, du Panama Papers. Vous pouvez y aller, hein, c'est panamapapers.org, où là vous avez vraiment un détail des différentes personnalités. Alors ce sont des personnes qui ont été présidents, qui ont été premiers ministres, qui sont actuellement premiers ministres ou présidents. Vous avez des personnes qui ont été... alors je prends un exemple de quelqu'un, par exemple... Pour en venir où je vais vous amener à cette déduction, vous avez par exemple Daniel Munoz, qui est le secrétaire particulier et proche du couple Kirchner, qui est Cristina et Fernando Kirchner. Et Cristina Kirchner, c'est la présidente de l'Argentine. Et c'est là où je vais en venir. C'est qu'il y a quand même quelque chose de bizarre, c'est que parmi les gens qui sont listés, parmi les pays impliqués, il n'y a personne d'Allemagne, et encore pire, il n'y a personne des États-Unis. Même au niveau des banques, les banques, les sociétés financières qui sont impliquées comme commanditaires sur la création des sociétés offshore via cette société, bien vous avez, par exemple, vous avez Rothschild Trust Guernesey, donc une filiale de la banque Rothschild. Vous avez Landsbanki au Luxembourg. Vous avez la Société Générale Trust, qui est une filiale de la Société Générale basée au Luxembourg. Vous avez le Crédit Suisse Channel. Alors si ma mémoire est bonne, c'est une banque suisse qui avait déjà été exposée par un monsieur, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui avait exfiltré justement des dossiers, qui avait, je crois, qui avait donné naissance justement à l'affaire de Cahuzac. Mais le pauvre monsieur, ces dossiers, il a été, je crois, arrêté, il s'est réfugié en Italie, je crois. Je ne sais plus dans quel pays il s'est réfugié, mais finalement la justice lui est tombée dessus et on a très vite étouffé l'affaire. Et vous avez HSBC, sur ces deux filiales de la HSBC, celle de Suisse et sa filiale monégasque. En sachant que c'est la HSBC qui a été la plus grosse commanditrice d'ouverture de sociétés offshore, presque entre 1977 et 2015, elle est commanditrice de près de 2000 sociétés offshore pour ses clients. Et là, si je vous parle de ces banques-là, il y en a d'autres, hein, mais qui sont essentiellement, il doit y en avoir quelques-unes de Hong Kong aussi, mais quand on regarde un petit peu les rouages, etc., on a l'impression que la source
d'organisation de cette évasion fiscale est essentiellement européenne. Car finalement, c'est les banques européennes qui sont les coupables. Peut-être certainement les médias vont vous parler des personnalités impliquées, mais ils ne vont certainement pas vous parler des banques. Mais voilà où je veux en venir. Pareil, aucune banque américaine. Aucune. C'est-à-dire que on est en train de montrer du doigt un ensemble de personnalités qui viennent de pays, bizarrement, ce sont des pays qui ont à différents niveaux des différends avec les États-Unis. La preuve en est, la Russie, Poutine, l'Exulan, Chine. Alors on n'attaque pas quelqu'un particulier, on attaque un symbole. Kirchner, en Argentine. Je rappelle que l'Argentine est sous pression actuellement des fonds, de certains fonds, ce qu'on appelle les fonds vautours américains. Yann Cameron. Pourquoi Yann Cameron? David Cameron, Premier ministre, tout simplement. Pourquoi? Référendum. Avertissement. Cahuzac, on confirme, mais c'est un message envoyé au gouvernement français. On dit, attendez, vous voyez là, nous on dénonce Cahuzac, mais il y en a d'autres. Il peut y en avoir d'autres. Il y a d'autres sociétés qui font la même chose, avec d'autres noms, qui touchent des Français. Parce que franchement, il faut être idiot pour pas se dire que les Pinault, Arnaud, Adasso, d'autres grandes personnalités riches du monde des affaires ou certaines célébrités ne font pas de l'évasion fiscale. Hein, vous avez l'Équateur aussi, l'Équateur qui est un des pays qui est relativement fâché avec les États-Unis. Vous avez par exemple Paweł Pierzkorski qui est un ancien maire de Varsovie, ancien député européen, polonais. Là, c'est un message envoyé au gouvernement de Pologne qui a basculé récemment suite à des législatives et qui aujourd'hui est en train d'aller à contresens de l'Europe, à contresens de Bruxelles. Évidemment, l'Arabie Saoudite, où c'est un petit peu les frères ennemis, vous avez l'Irak, l'Islande. Alors là, évidemment, le Premier ministre islandais, c'est clair que là, il va être obligé de démissionner. Pourtant, l'Islande, c'est vrai que c'est un mouton noir, parce que c'est un pays où il y a eu une sorte de révolution populaire, où le peuple islandais a repris son destin en main, a refusé d'intégrer l'Union européenne, a foutu même des banquiers en prison, hein, suite à la crise de 2008. Mais on s'en occupe pas trop parce que c'est un pays qui n'est pas très peuplé. Je crois, il y a à peine 500 000 habitants en Islande. Mais pour l'exemple, voilà, tac, allez, boum, Sigmund David Gunnlaugsson, désolé, vous allez devoir démissionner. Pareil, c'est un petit avertissement. Vous avez aussi l'épouse de Yemen Aliyev, qui est l'actuel président d'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, c'est quand même dans une région où il y a des intérêts de traçage de gazoducs, de pétrole, des intérêts liés à tous les intérêts qui sont actuellement source de conflits au Moyen-Orient. Donc voilà, c'est ça qui saute, pour moi qui m'a sauté aux yeux, c'est de voir que essentiellement ce sont des gens avec des positions, pas des positions stratégiques, mais ce sont des gens qu'on incrimine directement ou indirectement, comme si on avait l'intention de donner un message clair, un avertissement à certains types de gens, et par contre de tacler volontairement des gens influents, des gens importants dans certains pays. Et comme là je vous ai listé, hein, il y a d'autres pays, hein, il y a aussi des pays africains, je ne sais plus quel exemple on devrait donner. Vous avez le fils par exemple du président du Ghana qui est impliqué, vous avez une aide aussi, une proche en Afghanistan, vous avez, enfin, ça concerne essentiellement des pays, je vous dis, c'est ce qui m'a tout de suite choqué, c'est que ça concerne des pays qui ont des différends, à différents niveaux, économiques, diplomatiques, géopolitiques, avec les États-Unis.
Et, alors, c'est peut-être possible, hein, peut-être que ceux qui font de l'évasion fiscale aux États-Unis n'ont jamais eu affaire avec cette société. Hein. Tout comme il n'y a aucune banque américaine qui n'a eu affaire avec cette société pour faire de l'évasion fiscale, créer des compagnies offshore, etc. Voilà, donc là, voilà, il y a un premier truc qui me vient à l'esprit. La deuxième chose qui me vient à l'esprit, c'est que donc, quand ils ont commencé à recevoir ces fichiers, etc., de Mossack Fonseca, ils ont donc créé une sorte de consortium de journalistes, indépendants, avec 380 journalistes pour enquêter. Parce qu'il y a une masse importante de documents, donc il faut beaucoup de journalistes pour pouvoir enquêter, vérifier les données, etc. Donc 380 journalistes sur 100 organismes de presse différents, dont pour la France, Le Monde était donc dans la partie. Ils ont eu donc plus d'1 an pour enquêter. Moi je pose une question, vu les implications, vu les personnalités impliquées, vu les conséquences que ça va avoir, comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu de fuite pendant ces 1 an d'enquête? C'est-à-dire 380 journalistes. Comment se fait-il qu'il n'y a pas eu un indice, un élément, ou une puce à l'oreille en disant « Oh, attention, on a des signes, apparemment il y a des journalistes qui enquêtent sur une société qui serait au Panama, etc. » Tout de suite, tirer la sonnette d'alarme pour prévenir les clients que hop, danger. Non. C'est-à-dire que tous les gens là qui sont incriminés viennent de se faire couillonner bêtement. C'est-à-dire que pendant 1 an, il y a 380 journalistes qui ont enquêté sans que personne prévienne ces personnes de dire attention, il y a peut-être un danger, parce que là il y a des journalistes qui sont en train de fouiner dans nos affaires. D'autant plus qu'il y avait aussi une première alerte, c'est que cette fameuse société Mossack Fonseca, qui possède un certain nombre de filiales dans certains pays, a été mise en examen par la justice brésilienne. Moi je ne sais pas, je suis un dirigeant, j'ai planqué du fric dans des sociétés offshore par le biais de cette société-là, sachant qu'elle a des problèmes financiers ou des problèmes juridiques avec un pays, moi je demande tout de suite à ce que vous changez. Hein? Non, rien. Autre élément aussi qui est très intéressant, c'est que donc parmi toutes les personnalités, il y a d'autres personnalités qui sont impliquées. Alors évidemment, il y a les noms qui vont certainement filtrer. Donc déjà, on a, par exemple sur le site officiel, ils font une explication comme quoi il y a aussi des gens des milieux culturels, artistiques, comme Jackie Chan, par exemple. Jackie Chan qui aurait fait de l'évasion fiscale par le fait qu'il est responsable ou directeur de 6 compagnies. Là, on a aussi apparemment impliqué Michel Platini. Il y a des personnalités donc, du monde du sport, surtout la FIFA apparemment. Alors la FIFA, déjà qu'avec les affaires qui ont traîné dans la boue, la réputation de cet organisme, alors là, on en rajoute une couche. Vous avez, et là récemment, alors apparemment il y a donc Michel Platini, je l'ai dit, et Lionel Messi aussi, qui a l'air d'être parmi les personnalités qui seraient impliquées dans cette affaire. Et là, dernièrement, qu'est-ce qu'on a aussi? On a le patron de presse Patrick Drahi, propriétaire des journaux Libération et l'Express, l'Expansion. Celui-là même qui officiellement eh bien, aurait 45 milliards d'euros de dettes par ces organismes de presse et ces sociétés, et qui apparemment serait aussi celui qui s'occuperait des affaires de Patrick Balkany, politicien tellement intelligent. Donc voilà les noms, il y a des noms qui vont tomber, quoi. Ça va. Alors voilà, à la fois en effet, c'est une affaire énorme qui va forcément impliquer pas mal de personnalités et qui va avoir forcément des conséquences. Mais je vous dis, voilà,
il y a quand même beaucoup de doutes sur l'origine spontanée, on va dire, de cette affaire. Mon avis, c'est pas du spontané, c'est du téléguidé. Là, c'est clairement du téléguidé. Il y a aussi sur le site quelque chose de très intéressant sur des graphiques. C'est-à-dire qu'on se rend compte que à partir des années 2000, il y a une très très forte demande d'ouverture justement de sociétés offshore. Donc il y a une très très forte demande de gens ou de sociétés pour faire de l'évasion fiscale via cette société au Panama. Et donc la demande est croissante. Ça stagne à partir de 2005-2006, et à partir de 2006-2007, ça commence à retomber. C'est-à-dire que là, il y a un processus où là, ça y est, l'argent est assuré, etc. Donc on va commencer à retirer l'argent et fermer les sociétés offshore. Et c'est marrant parce qu'en fait, ça correspond tout à fait à la frénésie financière qu'il y a eu à partir de 2002-2003 sur tous les produits toxiques, dont à partir de 2004, dans les milieux intéressants, on savait que là, ça commençait à devenir dangereux. C'est-à-dire qu'à partir de 2004, moi je me souviens très bien, une personne m'a parlé justement de dire non, là actuellement, il y a des millions et des millions de dollars d'actifs qui sont pourris. Donc à partir de 2004, donc 2005, là les gens ont commencé à planquer leur argent et à essayer de couvrir leur argent et de récupérer leur argent pour le mettre, pour le placer, etc., droite à gauche. Donc les graphiques sont très intéressants. Donc voilà, c'est cette affaire qu'on nous présente comme étant un scandale financier mondial. Finalement, quand on regarde dans le détail, on ne peut pas, si on est un tant soit peu intelligent, on ne peut pas ne pas penser que derrière, il y a les Américains. Washington, CIA, peu importe, mais c'est trop évident que c'est pas normal. C'est pas normal qu'il n'y ait pas des personnalités, au moins des affaires ou de la finance ou des artistes d'origine américaine. Même les Allemands, même il n'y a pas un Allemand, il n'y a pas un homme d'affaires allemand, il n'y a pas une banque allemande qui est impliquée, rien. Même là, si je regarde encore les banques, vous avez l'UBS, vous avez Count & Co Trustee qui est à Jersey, vous avez la banque J. Safra Sarrazin qui est au Luxembourg, vous avez Experta Corporate and Trust Service, mais pas une seule banque. Ils disent qu'il y a à peu près 500 banques, soit des filiales qui auraient été le lien pour la relation avec Mossack Fonseca, mais on n'a pas plus d'informations sur éventuellement établir des banques allemandes. Il y en a peut-être pour l'instant, c'est pas encore bien précisé, mais voilà. Donc cette affaire ne sent pas bon. Elle sent pas bon, pas seulement pour les conséquences que ça va impliquer au niveau de certaines personnalités incriminées par cette évasion fiscale, mais ça sent pas bon non plus parce que moi j'ai vraiment l'impression que c'est du téléguidage. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, cette société a certainement été exfiltrée d'informations volontairement, mais pas par un individu isolé, pas par quelqu'un qui s'est dit tiens, je vais faire une bonne action et je vais exfiltrer des tonnes de dossiers, des tonnes de fichiers pour les filer à des journalistes pour qu'ils enquêtent. Et qu'ils enquêtent tranquillement pendant un an, sans que personne vienne avoir des doutes et tirer la sonnette d'alarme auprès de toutes ces personnalités, dire attention, danger, il risque d'y avoir des révélations qui vont tomber sur le fait que vous ayez planqué de l'argent. Donc je pense que là, faut garder ça à l'esprit, de se dire que oui, ça permet de confirmer qu'il y a des évasions fiscales, vu l'étendue des dégâts, puisque 140 personnalités du milieu politique, etc., presque plus de 500 personnalités du monde de la culture, du monde sportif, etc. Donc oui, ça va avoir beaucoup de répercussions. Mais, comme je le dis, c'est ciblé.
véritablement ciblé. C'est-à-dire que c'est pas n'importe quel pays, c'est pas n'importe quelle personnalité. On trouve, même si sur un certain nombre de gens pour qui on n'a pas forcément des liens ou évidents avec des intérêts plus particulièrement américains, on se rend compte quand même que c'est pas un hasard. C'est pas un hasard si c'est de telle ou telle personne, issue de tel ou tel pays, dans telle ou telle stature, ou dans telle ou telle position. Je veux dire, quand on s'attaque à deux conseillers proches de Poutine, forcément, on fera le lien en disant, oui, mais si c'est pas que les deux conseillers, c'est forcément aussi Poutine. Tout comme c'est forcément Assad, comme c'est forcément ces personnalités quand même de haut vol qui sont qui ont quand même des positions à la fois économiques et géostratégiques non négligeables. Je prends un autre nom. Vous avez par exemple je cherche un autre nom qui justement me vient à l'esprit, mais que j'ai complètement oublié. Oui, par exemple, vous avez Michael Matz, qui est un membre du Parlement britannique. C'est-à-dire que là, en Angleterre, c'est clair que si on cherche un lien, on se dit, étant donné que la Grande-Bretagne a prévu de faire un référendum pour une sortie de l'Union européenne, là, c'est clair que c'est du tacle. C'est ok. Là, on en attaque 2-3 par le biais d'une société. Il faut savoir que ce n'est pas la seule au monde à faire ça. Il en existe des centaines d'autres. Des centaines d'autres où vous avez d'autres gens, etc. Donc forcément, ça va certainement mettre un vent de panique auprès des autres gens qui ont peut-être fait la même chose, mais par le biais d'autres sociétés. Donc à partir de là, il y a quand même, voilà, vous comprenez bien que c'est pas innocent, qu'il y a forcément un intérêt derrière, et comme je l'ai dit il y a quelques instants, je suis persuadé que ce n'est pas l'action d'un anonyme, d'un individu seul qui a exfiltré les dossiers. À mon avis, c'est téléguidé, ça a été fait exprès par des tierces. Et mon opinion personnelle, Washington a poignardé dans le dos un certain nombre de partenaires, mais des partenaires indécis, des partenaires résistants, des partenaires qui ont trahi aussi, hein, qui ont trahi la confiance américaine. Je pense l'Arabie Saoudite, le Qatar sont des pays avec lesquels les États-Unis voudraient peut-être certainement couper les ponts. Donc voilà, c'est, on va dire que c'est peut-être une petite bombe nucléaire qui a été lancée en guise d'avertissement, comme ont fait les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale, pour essayer de faire craquer le Japon en lançant une bombe sur Hiroshima. Là, voilà, c'est une petite bombe nucléaire dans le milieu intime des affaires et de la finance, où tous ces gens croyaient être intouchables et finalement sont aujourd'hui exposés, et plus qu'exposés d'ailleurs, hein, parce que même si aux États-Unis ils n'en parlent pas énormément dans la presse, je pense qu'il y a d'autres pays où en effet ça va bouger, quoi. Parce que je pense par exemple en Argentine, où je pense que les Argentins vont commencer à se poser des questions si finalement cette présidente qui est une résistante contre l'hégémonie américaine. Je tiens à rappeler que quand même l'Argentine est sous pression de fonds vautours, et ils ont été même jusqu'à, au niveau de la justice américaine, ils ont même été jusqu'à, j'en ai parlé déjà dans un post, ils avaient même jusqu'à essayer de saisir le fameux bateau école de la marine nationale argentine, qui est je crois c'est le Libertad, qui est un voilier que toutes les personnes qui ont été dans les manifestations, que ce soit à Brest, à Rouen, au Havre, à Bordeaux, de ces fameuses manifestations de voiliers, connaissent le Libertad. Bon, c'est un bateau qui a été plus ou moins
saisis pour le compte de ces fonds vautours. Donc l'Argentine est dans une situation extrêmement tendue avec les États-Unis. Donc j'ai fait un petit peu un état, oui. Et je vous dis, la France, bon, oui, la France, on parle de Cahuzac, mais certainement qu'il y a d'autres personnalités qui aujourd'hui sont en train de, excusez-moi l'expression, mais chier dans leur froc, parce qu'ils se disent, si cette société-là a été exfiltrée, ça veut dire qu'il y a d'autres sociétés qui font la même chose et dans lesquelles pas mal de personnalités françaises sont impliquées. Peut-être que demain, il va y avoir d'autres dossiers, d'autres fichiers qui vont sortir. Hein, c'est un peu l'expression, voilà, on donne nos ordres, on veut contrôler les choses, mettez-vous en servitude, sinon on a des dossiers, et les dossiers on va les sortir. Voilà, en gros, c'est le message, c'est ça le message. C'est vraiment, pour moi, le message est clairement, c'est clairement ça. C'est, voilà, vous faites des difficultés au processus, au calendrier, je pense le TAFTA, je pense le TTIP, où ça traîne. Alors, je rappelle qu'Obama avait demandé à ce que le TAFTA soit signé avant fin 2015. On est en 2016 et c'est toujours pas signé, parce qu'il y a un peu de résistance. Donc voilà, il y a du retard dans le calendrier de l'Empire. Donc là, ils ont lâché une petite bombe pour dire, bon, écoutez les gars, nous, on vous a dit ce qu'on voulait, donc maintenant, vous voulez résister, ok, résistez, mais voilà. Nous, on a des petites bombes comme ça. C'est pas la première. Ce sera pas la première, ce sera pas la dernière. Voilà, voilà. Donc c'est affaire à suivre. Continuez à être nombreux à suivre le blog. Merci à tous et à toutes. Et on se retrouve très prochainement, certainement pour un suivi de cette affaire du Panama Papers ou sur d'autres informations. À surveiller aussi ce qui se passe aux frontières russes où là on commence à avoir une petite montée d'adrénaline entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. On commence à mettre un peu d'huile sur le feu aussi de ce côté-là. Et la Turquie surtout aussi à surveiller. La Turquie, il y a quelque chose de pas clair. Ça sent mauvais, comme dirait l'on. Et puis la Syrie, bon, la Syrie de toute façon c'est inextricable. Les réunions n'avancent pas, n'apportent rien, personne ne veut rien lâcher, donc voilà, c'est toujours aussi à suivre. Et puis économiquement aussi à suivre parce qu'il y a du mouvement. Il y a du mouvement, c'est pas très médiatisé, mais il y a de plus en plus de fonds de pension qui sont en train de se rétracter. Donc à suivre, parce que là, on disait depuis quelques années que oui, l'année 2013, ça va exploser, puis ça n'a pas explosé en 2014, oui, ça va exploser, puis ça n'a pas explosé. 2015, on va se prendre une vague énorme, un tsunami économique. Et finalement, ça a failli, hein. Il y a eu des moments où ça a failli, mais hop, on a réussi à calmer le jeu, etc. Mais là, oui, il y a trop d'indices. Ça commence à paniquer un petit peu de tous les côtés. Donc, affaire à suivre. À très bientôt. Continuez à suivre le blog. Merci à vous tous. Au revoir.